Notre invité politique ce matin, c'est Christian Estrosi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, maire de Nice, vice-président d'Horizon, le parti dirigé par Édouard Philippe. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, avec Denis Caro à mes côtés. Bonjour Denis. Bonjour Ariane. Directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Christian Estrosi, est-ce que vous avez regardé le débat hier soir entre les trois candidats à la présidence des Républicains? Non. Pourquoi? Ça ne vous intéresse plus ce qui se passe dans votre ancienne famille politique? J'ai peut-être mieux à faire le soir. En famille. On imagine quand même que vous suivez un peu, c'est votre ancienne famille, vous y avez été attaché. Oui, qui ferait le meilleur président des Républicains entre perdre 2 heures devant la télévision... ça aurait été une perte de temps pour vous. Et lire rapidement le matin en diagonale un résumé de toute l'actualité, de toutes les formations politiques, de toutes les réformes en cours... ça aurait été une perte de temps. Voilà, je suis aujourd'hui sur un livre de Sylvain Tesson qui s'appelle Le Blanc. C'est tout son parcours de toutes les ascensions des Alpes du Sud et de je ne sais combien de sommets que j'ai moi-même parcourus, et je trouve que ce livre est magnifique. Et donc le soir, je lis les chapitres les uns après les autres. Voilà, alors, ça me détend ma journée. Vous n'avez pas regardé le débat, mais vous avez été cité dans ce débat par Éric Ciotti, ça vous surprendra pas. Ce matin. Attaqué même par Éric Ciotti, on va écouter. Bruno, je te le dis avec amitié, on en a souvent parlé, que ta première vice-présidence du groupe LR, Madame Estrosi, au Sénat, a refusé dans notre département de soutenir nos candidats. Il y a une jeune élue ici, Christelle Dentourny, elle a battu une candidate macroniste dans la circonscription de Monsieur Estrosi, le nouveau maître étalon du macronisme, qui a trahi nos valeurs. Est-ce que vous répondez à ça, Christian? Rien. Vous ne voulez pas répondre à Éric Ciotti? Rien, il parle d'une sénatrice, Madame Estrosi Sassone. D'accord. D'abord, ça n'est pas mon épouse, contrairement à ce qu'il peut laisser entendre. Le nouveau maître étalon du macronisme, ça c'est vous. Elle est vice-présidente. Et troisièmement, sur les affiches de cette fameuse Madame Dentourny, soutenue par Madame Estrosi Sassone. Alors, vous voyez, je crois que pour le personnage qui vient de s'exprimer, tous les mensonges sont bons. Ça, c'est pour Dominique Estrosi, mais c'est vous. Christian Estrosi, le nouveau maître du macronisme qui a trahi nos valeurs, ça c'est vous. Ce matin, vous ne m'interrogez pas sur ce qui s'est passé au Rassemblement national pour élire un nouveau président. Vous ne m'interrogez pas sur ce qui va se passer au Parti socialiste dans son congrès au mois de janvier prochain. Donc, si j'ai à parler d'une formation politique, c'est plus de l'offre que nous avons à proposer aux Français, du parti qui me semble le plus moderne, parce que c'est le seul... Vous voyez, il n'y avait que 3 parlementaires dans ce débat. Il se trouve que nous sommes une formation politique présidée par un maire, Monsieur Édouard Philippe, le maire du Havre, dont le secrétaire général est un maire, Monsieur Béchu, qui est le maire d'Angers, et dont le vice-président est un maire, le maire de Nice. On a plutôt fait le choix de s'appuyer sur ce qui participe à la vie quotidienne de nos concitoyens et de cette relation directe qu'il y a avec les électeurs de notre pays et leur vrai vécu. Donc, c'est ça notre modernité. Ouais, puisque vous parlez des maires, gaulliste, libérale, sociale, et qui, à mon avis, a vocation d'ailleurs à tendre la main à tous ceux des Républicains qui se sentent très mal à l'aise face à l'image qu'ont offert ces 3 personnages, pour demain nous aider à constituer une majorité de droite et du centre dans notre pays. Donc vous appelez les Républicains à rejoindre Horizon. Et assurer la réussite du mandat du président de la République, Emmanuel Macron, parce que si ce mandat échouait, c'est la France tout entière qui échouerait, plutôt que de se livrer à des critiques stériles et stupides au quotidien. Et pour vous, votre parti peut tirer profit de ce qui se passe chez les Républicains? Est-ce que Horizon peut gagner des adhérents, des élus, avec cette course à la présidence? Je n'ai pas du tout envie de polémiquer sur de l'immédiateté politicienne qui ne m'intéresse pas. Allez, on va parler du Congrès des maires. On va continuer à parler des élus et d'Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron ne prononcera pas le discours du Congrès des maires. Il sera présent sur le salon des maires demain. Est-ce que c'est un mauvais signal envoyé aux maires de France? Mais le président de la République est en relation avec les maires au quotidien. C'est 365 jours sur 365. Le Congrès des maires, c'est quoi? C'est un socialiste, Monsieur Léniel, un
droitier qui a remplacé un autre droitier qui se livre depuis des années contre tous les gouvernements successifs. Le droitier, c'est David Lisnard. Voilà. Et je dis qu'aller plutôt à la rencontre des maires, les saluer dans les allées, dans les stands. Moi-même, je recevrai le président de la République demain sur le stand d'une entreprise qui s'appelle Kermap et qui accompagne les villes qui aujourd'hui végétalisent et qui a un programme qui s'appelle Un habitant, un arbre. Nous sommes 2 villes identifiées en France à faire ce programme. C'est la ville de Nice et c'est la ville d'Annecy. J'aurai l'occasion de l'accueillir là, tout comme cet après-midi avec Édouard Philippe. Nous ferons le tour des allées de tous ces stands où on rencontre beaucoup plus de maires et où on échange un par un, longuement. On les écoute, c'est important, plutôt que... C'est mieux qu'un discours, ça n'a pas été l'occasion de parler à ces élus locaux de la part du président. Comprendre la vie des territoires, comprendre la vie des collectivités locales, c'est s'y attarder 365 jours sur 365. C'est pas écouter un long discours où, naturellement... il y a des choses à entendre, mais qu'on peut entendre dans des circonstances plus constructives. Et justement, Christian Estrosi, vous êtes désormais vice-président d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe, et vous êtes président de l'Assemblée des maires. En quoi cela consiste-t-il? Quel est le rôle de cette Assemblée des maires? C'est la modernité d'Horizon que nous avons fondée avec Édouard Philippe, qui aujourd'hui nous conduit à avoir des statuts. On est le seul parti en France qui et des statuts qui s'inspirent des territoires. Aujourd'hui, vous voyez bien que tous les partis politiques ont leurs organes de direction qui sont organisés à partir de ceux, c'est-à-dire des parlementaires pour lesquels j'ai du respect. Nous avons de très bons parlementaires, et notamment à l'Assemblée, présidée par Laurent Marcangeli, l'ancien maire d'Ajaccio, un ancien maire lui aussi, qui se réunissent entre 11h et midi tous les mardis à l'Assemblée ou au Sénat, et le soir à 18h au siège du parti. C'est-à-dire qu'on passe de l'un à l'autre et on reste enfermé dans cette espèce de chose qui ressemble quelquefois à un théâtre d'ombre, et où on voit les pires des images qui sont envoyées aux Français sur ce qu'est devenu le débat politique dans notre pays. Et nous, on a plutôt fait le choix d'associer parlementaires, territoires, responsables économiques, pour avoir le retour de la vraie France, de la réalité de ceux qui souffrent dans le monde de l'entreprise, dans le monde des salariés, dans le monde des agents des services publics, dans les activités familiales, dans le bénévolat. C'est-à-dire qu'on a voulu faire un parti qui permette aux Français de faire remonter la réalité de leurs difficultés. Alors du coup, comme vous écoutez les remontées... Des choses à... Mais voyez... Non, mais comme vous écoutez les remontées et les remontées des élus, ce matin, vous m'interrogez sur quoi? Sur l'actualité d'hier soir, 23h. Non, mais j'essaye d'avancer, justement. Pour moi, la France... C'est la France, par exemple, où il faut impérativement arriver à moins 25% d'empreinte carbone en 2025. On va y venir, mais juste parce que les élus, vous les entendez, vous qui avez les remontées des élus, et vous qui êtes un maire. David Lisnard, il demande une grande loi de décentralisation. Le thème du Congrès des maires cette année, c'est le pouvoir agir. Est-ce que vous le soutenez dans cette demande de loi de décentralisation? Le Girondin que je suis... et qui depuis des années se bat pour qu'il y ait un choc de décentralisation, ne peut que se réjouir qu'enfin il y ait des gens qui aujourd'hui emboîtent ce pas. Et vous le dites enfin, c'est un raté ça d'Emmanuel Macron qui n'a pas réussi à faire cette décentralisation. C'est un raté de tous les gouvernements successifs. Il y a eu une grande loi de décentralisation, c'était Gaston Defferre, je vous le rappelle, en 1983. Ça a été ensuite Jean-Pierre Raffarin. Au début des années 2000. Sous le deuxième quinquennat de Jacques Chirac, après son premier septennat. Nous avons Nicolas Sarkozy, qui, sur l'intercommunalité, a eu le courage de passer à l'étape de la métropolisation pour que nous ayons, entre la ruralité et les grands centres urbains, des territoires de solidarité. Donc vous dites à Emmanuel Macron, il faut enfin une vraie loi de décentralisation, c'est ça le message? Malgré tout, la loi MAPTAM, qui a été intéressante. Et enfin,
la loi la plus intéressante de toutes, qui s'appuie déjà sur ces réformes, c'est celle voulue par Emmanuel Macron, qui est la loi 3DS. Et cette loi 3DS m'intéresse beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on demande un choc de décentralisation, moi j'aime bien les expérimentations. Et la loi 3DS voulue par Emmanuel Macron est celle qui propose qu'il y ait des expérimentations. C'est toujours mieux d'essayer de voir s'il y a quelque chose qui marche plutôt que de se lancer dans quelque chose qui va vous conduire dans le mur. Or, il se trouve que peu de collectivités, si ce n'est pas du tout, ne saisissent aujourd'hui l'opportunité qui nous est offerte par cette loi d'essayer au cas par cas. Vous voyez, par exemple, nous sommes en train, avec la métropole de Nice-Côte d'Azur, de monter un dossier pour que nous puissions avoir un droit à l'expérimentation en matière de transition écologique. Nous avons l'eau, nous avons le soleil, nous avons la géothermie, nous avons la filière bois, nous avons la valeur des déchets. Nous voulons pouvoir avoir un transfert de compétences sur tous ces sujets, sur les énergies renouvelables, de même que la ville de Nice, dans le domaine de la police, demande à ce qu'une partie du régalien lui soit transférée. Moi, j'en ai assez, par exemple, d'avoir à solliciter un tribunal administratif ou un tribunal judiciaire pendant des mois, voire des années, pour pouvoir expulser des squatteurs. Là où je veux que ce soit le maire, quand on vient casser les pieds dans un quartier et occuper un immeuble sans droit ni titre, qui doit décider immédiatement si on doit expulser ou pas. Vous demandez plus de pouvoir régalien pour les maires. Il y en a pas assez. Je veux pouvoir le décider moi-même pour qu'on puisse ainsi agir en faveur de nos concitoyens. S'il y a un plaignant qui n'est pas content, alors a posteriori, il va faire un recours devant les tribunaux, mais pas me faire perdre 6 mois, 1 an pour pouvoir obtenir de tels résultats. Eh bien, la loi 3DS peut parfaitement permettre au gouvernement aujourd'hui, en matière de décentralisation, de me donner plus de pouvoir régalien, et plus de pouvoir régalien. Vous savez, le régalien, pour moi, c'est pas une affaire qui appartient à l'État. Ça peut parfaitement se partager entre l'État et la collectivité territoriale. En matière d'environnement, à quoi pourrait ressembler une expérimentation? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimeriez faire à Nice? Lundi dernier, Elisabeth Borne a annoncé que la région Sud serait pilote en matière de planification écologique. Qu'est-ce que vous demandez pour que ça ressemble à ça à Nice et dans la métropole? Je vous l'ai dit, l'objectif... vous voyez bien Denis Caro, vous qui dirigez un grand quotidien qui a eu à gérer et à couvrir la tempête Alex ces dernières années, 70 jours sans pluie cet été. Vous vous rendez compte, par exemple, sur l'eau, qui est une ressource précieuse. Nous n'en manquons pas parce que nous nous sommes structurés et même nous avons apporté notre contribution à la Principauté de Monaco et à la communauté d'agglomération de Menton pour les fournir en eau, puisqu'à l'échelle des 51 communes de notre métropole, nous avons, sur l'eau dont nous avons la compétence, réussi ces dernières années à nous structurer. Mais le préfet a pris un arrêté pour nous interdire d'arroser les espaces publics et les espaces verts. Il nous suffirait aujourd'hui... Donc vous dites laissez-nous faire. Il nous suffirait aujourd'hui d'utiliser 7% du traitement des eaux usées produits par la station de traitement de la ville de Nice pour pouvoir arroser et donc faire des économies en les recyclant, l'ensemble de nos espaces verts et faire la propreté de l'ensemble de nos rues et de nos routes. C'est un exemple. Mais l'écologie, c'est une affaire transversale. J'entends ceux qui parlent d'écologie en matière d'eau, ceux qui parlent d'énergie en matière d'énergie renouvelable, ceux qui parlent d'énergie en matière de mobilité. C'est un tout. On sait très bien que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, pour arriver à moins 55% en 2030, il faut mettre en œuvre un plan climat comme celui que nous mettons en œuvre, qui travaille à la fois sur l'isolation thermique, qui travaille à la fois sur la multiplication des énergies renouvelables et la possibilité de facturer à nos entreprises comme à nos concitoyens le prix de l'énergie au prix où nous la produisons. Quand on fait de la géothermie dans la plaine du Var, par exemple, elle coûte 50% à produire de moins que ce que l'EDF facture aujourd'hui. Eh bien, je veux renforcer l'attractivité de mon territoire et puisque j'investis sur la géothermie, pouvoir en même temps faire en sorte que ça coûte moins cher pour mes foyers et que ça coûte moins cher pour des entreprises qui viendront s'installer chez nous et créer des emplois qu'on nous laisse faire. Et en même temps, nous ferons baisser l'empreinte carbone qui fera que sur les maladies
cardiovasculaires, sur les maladies dues à l'environnement, et on en parle de plus en plus, les perturbateurs endocriniens. Nous aurons aussi un dernier mot, justement, sur la santé publique grâce à des politiques locales. Un dernier mot sur ces questions d'environnement et d'écologie. Est-ce que vous êtes favorable à un droit de veto des maires sur la question des éoliennes ? Mais je veux que les maires aient un droit de veto sur tout ce qu'on voudrait leur imposer sur l'ensemble de leur territoire, que ce soit les éoliennes ou d'autres domaines. Donc là-dessus, vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement ? Mais non, mais vous prenez toujours le petit bout de la laurière. Non, mais c'est un vrai débat. C'est un vrai débat en ce moment, cette question du droit de veto des maires. Le vrai débat, c'est quoi ? C'est que nous savons que nous serons protégés au plan énergétique grâce à ce qu'avait lancé le général de Gaulle, Pompidou, Giscard, c'est-à-dire le nucléaire civil. Mais il ne faut pas s'enfermer sur un seul sujet. Par exemple, on peut se dire 50, 55, 60% de nucléaire civil, et à côté de ça, avoir une diversification en fonction de la géographie, en fonction du climat des territoires, sur le solaire, sur l'hydroélectrique, sur les éoliennes, sur la géothermie, sur l'utilisation de la houle marine et des microalgues, sur la valorisation des déchets. Il ne faut pas se laisser enfermer dans une seule case. Par contre, permettez-moi de vous dire qu'en matière d'eau, il est regrettable que notre pays ait mis un terme, il y a quelques années de cela, à la seule énergie que vous pouvez débloquer en une seconde. On nous annonce des coupures d'eau et d'électricité. Et s'il y a des coupures d'électricité, il suffit d'ouvrir une vanne, si vous avez des réserves d'eau dans un barrage par exemple, ou sur des chutes d'eau, sur une prise hydroélectrique, sur un cours d'eau, pour pouvoir tout de suite remettre en service l'alimentation énergétique. Voilà pourquoi je souhaite que nous ayons aussi une grande politique hydroélectrique dans notre pays aux côtés du nucléaire civil. Sur la question des finances, gros sujet de préoccupation. La préoccupation majeure des maires aujourd'hui, c'est leur budget. Est-ce que vous êtes inquiet pour le vôtre à la ville de Nice, à la métropole Nice-Côte d'Azur ? Est-ce que vous avez des marges de manœuvre et est-ce que vous avez encore le pouvoir d'agir ? Ou est-ce qu'il faudra imaginer, comme ça se fait ailleurs, augmenter la taxe foncière ? Mais naturellement, je suis inquiet, je ne vais pas vous dire le contraire, on n'a pas encore tous les indicateurs. Une des ressources qui pour nous est la plus importante à l'échelle métropolitaine, c'est la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, que nous n'avons pas augmenté ces dernières années, mais parce que nous sommes un territoire extrêmement compétitif où beaucoup d'entreprises s'installent et où nous créons beaucoup d'emplois, avec en plus de ça de grandes écoles qui viennent s'installer chez nous et qui inspirent la jeunesse à prendre des emplois au terme de leur certification et de leur qualification dans des entreprises locales. Je n'y vois pas encore très clair sur ce qui pourrait remplacer la CVAE. Moi, je suis favorable, par exemple, à ce que ce soit la TVA, parce que la TVA, on sait que c'est une recette qui peut nous garantir des ressources de manière constante. Bon, il y a des impôts dont il faut revoir aussi la physionomie. Ce qu'on appelle les DMTO, c'est-à-dire les droits de mutation, qui viennent sur les transactions immobilières. Vous trouvez que c'est normal que les DMTO qui enrichissent les conseils départementaux dans notre pays, alors que ce ne sont pas eux qui font et qui établissent les plans locaux d'urbanisme intercommunaux aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui crée la dynamique pour qu'il y ait des transactions immobilières, ce sont les départements qui l'encaissent aujourd'hui. Il suffirait qu'il y ait un impôt qui corresponde à l'activité, aux compétences qui sont exercées par la collectivité. Les DMTO, ça correspond à l'activité qui est menée par une intercommunalité. C'est elle qui définit les conditions d'urbanisme et donc d'aménagement immobilier et donc de transactions immobilières. Et je pense que là où les départements ont des compétences sociales, l'urbanisme, c'est pas son sujet. Donc ça veut dire qu'il faut une recette plus juste et plus équivalente à la compétence du département, plus juste et plus alignée sur les compétences des intercommunalités et des communes, plus juste et plus correspondant aux compétences des régions où, pour le coup, ces recettes sont basées exclusivement sur la TVA, et je trouve que c'est plutôt une bonne dynamique. C'est pour ça que les régions ont un budget en croissance chaque année, parce que la TVA est un impôt en croissance chaque année. Donc je pense qu'il y a une révision globale de la fiscalité locale qui permettrait en même temps
de ne pas se poser cette question sur faut-il ou pas augmenter la fiscalité. Il y a une question d'actualité qui concerne aussi votre département des Alpes-Maritimes, c'est la question de la politique migratoire. On a vu ce qui s'est passé avec l'Ocean Viking, où la majorité des migrants ont été remis en liberté faute de décisions de justice, qui n'ont pas pu statuer à temps sur leur cas. La justice a été débordée, les 26 mineurs non accompagnés ont fugué. Est-ce que l'État a failli sur ce dossier pour vous ? Je pense que ça n'était pas un très bon message. Voilà. Maintenant, le gouvernement français avait obtenu une bonne décision, puisqu'elle consistait à ce qu'à 11 pays européens, on se partage le fait que la France ait accueilli l'Ocean Viking. Mais le mauvais message, pour être clair, c'est le fait d'avoir fait accoster ce bateau à Toulon ? Oui, parce que naturellement, ça peut donner des exemples à d'autres. Bon, moi, je suis que pour que dans cette affaire, d'abord, on saisisse l'Ocean Viking comme on avait saisi l'Aquarius il y a quelques années de cela, que l'on poursuive devant les tribunaux SOS Méditerranée qui se sont fait les relais de passeurs pour vous, ils sont complices. en les ONG pleine sont complices. clandestinité. Et forcément, tout ça est un système qui favorise que depuis les rives sud, il y ait des gens qui soient des intervenants qui viennent semer ces troubles là où c'est aux États de négocier avec d'autres États ou des systèmes de réciprocité ou des accords préalables. Je suis pour que l'Union européenne aujourd'hui révise Schengen pour faire un petit Schengen, pour qu'à l'échelle de 4, 5 ou 6 pays, nous puissions avoir une force qui, à nos frontières, puisse nous prémunir de cela, et ensuite on verra comment de nouveau élargir Schengen, et que l'on constitue ou reconstitue une force puissante au niveau de Frontex pour surveiller tous ceux qui tenteraient de manière clandestine de faire des passages entre les rives sud de la Méditerranée et les rivages du nord. Christian Estrosi, Emmanuel Macron souhaite que des étrangers puissent s'installer dans les zones rurales pour les repeupler. Vous avez écrit au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour vous opposer à cette idée. Pourquoi vous y êtes opposé ? Non, en réalité, c'est pas une opposition ferme. C'est une. Je demande à ce que nous puissions avoir une sorte de codécision entre préfets, parlementaires et maires sur les métiers en tension. Si dans la ruralité, il y a par exemple un agriculteur, un éleveur qui n'arrive pas à recruter, nous savons qu'aujourd'hui qu'on a du mal à pourvoir un certain nombre d'emplois, un hôtelier dans les zones touristiques de la ruralité ou un restaurateur qui disent moi je suis prêt à accepter 2 emplois qualifiés de nationalité étrangère pour pouvoir répondre à mes besoins. On aurait un conseil local à l'échelle locale qui respecterait au fond cet esprit de décentralisation. Pourquoi pas ? Et dans le monde urbain, nous savons combien nous avons d'activités professionnelles qui manquent d'emploi et qui ne sont pas pourvues aujourd'hui. Donc pour vous, cette question des métiers en tension, c'est une bonne décision parce que la droite dit que c'est un projet de régularisation massive. Vous ne dites pas ça, mais vous dites qu'il faut que les maires soient associés. Je suis très favorable à partir du moment où c'est une décision d'une commission locale auquel les maires ont leur mot à dire, aux côtés du monde de l'économie, des chambres de commerce et d'industrie, des unions patronales, où nous puissions décider au cas par cas sur les métiers en tension. Une dernière question. Sur un autre sujet, la structure bleu-blanc-rouge I Love Nice est devenue un symbole de la ville après l'attentat de 2016. Or, une association qui entend défendre la langue française a saisi la justice pour qu'elle ne s'appelle plus I Love Nice. Comment avez-vous réagi en apprenant ça ? C'est une pantalonnade conduite par des individus qui s'attaquent aux déviances policières. Et je trouve que certains journaux locaux feraient bien de ne pas leur accorder l'importance qu'ils ne méritent pas. Aujourd'hui, c'est s'attaquer d'abord à une œuvre d'art qui est signée par un artiste niçois qui s'appelle Gilles Pauvignat, et pour moi qui est toujours accordé beaucoup de liberté à l'expression de l'art, dans l'espace public comme nulle part ailleurs, comme de partout. Je dis qu'aujourd'hui, vous savez, ça me rappelle des temps anciens où quand on s'attaquait à l'art, surtout lorsqu'il s'agit depuis 6 ans, alors a mis 6 ans ces gens-là pour se réveiller, alors que vous savez très bien, Monsieur Caro, vous qui avez souvent rendu hommage à cette œuvre qui était là pour soutenir
les familles des victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, qu'il y a des millions et des millions de gens, des artistes parmi les plus prestigieux, des chefs d'État parmi les plus prestigieux, qui se sont emparés de cette œuvre pour témoigner leur amour à Nice. Et aujourd'hui, qu'il y ait des espèces d'individus, du luberlu, qui aujourd'hui voudraient menacer cela, je pense que ça ne mérite pas qu'on leur donne autant d'écho. Merci Christian Estrosi, merci beaucoup d'avoir été notre invité. On regarde les deux unes de Nice Matin aujourd'hui sur les soignants, faut-il les réintégrer? Et puis celle de Nice, c'est le théâtre dans l'arène. Denis, voilà vos deux unes. Merci beaucoup Denis Caro, merci Christian Estrosi. On passe au Club des Territoires.